L'environnement était très symbolique parce qu'en fait, la personne tenait une raquette rouge. Cette raquette rouge était ce qu'on appelle traquée. C'était elle que la caméra suivait. Et quand la personne mettait la raquette sur les flèches, eh bien, la personne avançait. Donc ça, c'est le principe, dans ces principes-là, c'est le principe du tracking. Vous avez certainement entendu parler des choses qui sortent à l'heure actuelle. Par exemple, la Kinect de Microsoft, c'est basé sur ce qu'on appelle le tracking. Il y a des caméras qui vous observent, qui repèrent certaines parties de votre corps et qui vont vous permettre d'interagir avec l'environnement. C'est exactement ça dans la Kinect de Microsoft. Alors, dans le domaine de l'interfaçage, on se situe dans des choses qui peuvent être très variées, allant vous voyez, de l'ordinateur avec la souris, l'écran, en passant par des choses qui sont vraiment des choses grand public que vous trouvez pour les jeux, et en allant dans des espaces comme celui-ci, qui est l'espace immersif le plus évolué, qui s'appelle un cave. Et dans cet espace, vous avez des environnements virtuels qui sont reproduits sur les surfaces de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et en fait, vous êtes immergé dans une pièce qui est complètement virtuelle. Et vous avez votre corps qui est au sein de cette pièce. Là aussi, cette perception de son corps au sein de l'environnement virtuel est importante. C'est important, c'est le plus immersif, mais ça peut aussi être très perturbant parce que vous avez énormément d'informations qui arrivent et il faut que vous soyez capable de traiter cette information. Il faut que vos sens et votre cerveau soient capables de traiter toute cette information. Alors, juste pour vous citer un petit peu dans quoi... j'ai pris 3 exemples d'applications de la réalité virtuelle. Un domaine où elle est très utilisée, c'est le domaine de l'industrie automobile. Les constructeurs automobiles utilisent la réalité virtuelle pour finaliser leurs véhicules. Le domaine de la formation, là c'est un exemple. Entraînement des conducteurs de TGV à la panne d'aiguillage. C'est comme ça qu'ils s'entraînent. L'art... interagir, un groupe d'acteurs qui va interagir avec des personnages virtuels, donc la création artistique, et puis il y a des tas d'autres domaines. Alors, depuis les années 90, donc maintenant ça fait 20 ans, il y a le domaine de la rééducation cognitive. Ça a été initié aux États-Unis, du côté de Los Angeles, par un chercheur qui s'appelle Albert Rizzo, et c'est lui qui a fait les premiers travaux de réalité virtuelle et de rééducation cognitive. Alors, je me permets de repositionner une diapositive sur la rééducation cognitive parce que où va-t-on s'intéresser, comment va-t-on s'intéresser à la rééducation cognitive et à la réalité virtuelle, Eh bien, la rééducation cognitive vise à améliorer donc la capacité d'un individu à traiter l'information qui lui est soumise. Et à utiliser cette information pour ses activités de vie quotidienne. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là que nous allons nous placer dans nos mises en situation de réalité virtuelle. Alors, vous le savez aussi, toute cette rééducation cognitive, elle ne s'adresse pas à un type de patient. Il y a beaucoup de patients qui viennent de diagnostics pathologiques différents, qui peuvent se retrouver avec le même genre de déficience dans les activités de vie quotidienne. C'est pour illustrer que finalement, les travaux que nous faisons, ils ne sont pas typés en pathologie, ni typés en âge. Ça peut s'adresser à tous les âges et ça peut s'adresser à un grand éventail de pathologies. Alors, au niveau les déficiences du système nerveux central vont aller perturber les fonctions cérébrales, les structures cérébrales et les fonctions cognitives des personnes et leur cause des limitations dans leur activité et dans leur participation. Et les diverses études et divers rapports ont montré, d'une part, les limites des approches traditionnelles, et d'autre part,
ont montré que les moyens qui étaient mis à disposition des thérapeutes pour la rééducation des patients, des personnes, et notamment dans le domaine cognitif, finalement n'étaient pas suffisants. Donc il y a des problèmes de temps, il y a des problèmes d'organisation, et finalement les personnes ne bénéficient pas de la rééducation suffisante pour le retour aux activités de vie quotidienne. Donc bien sûr, ces constats, nous les faisons sous l'impulsion des thérapeutes avec lesquels nous travaillons. Et donc notre enjeu, eh bien, ça va être de proposer des interactions justement pour améliorer les activités et la participation, et tout en se souciant des facteurs environnementaux et des facteurs personnels. Donc nous nous situons dans le contexte de la classification du fonctionnement, et donc sur lesquels s'appuient toutes les démarches qui ont pu être faites dans le domaine du handicap depuis 2005. Donc notre objectif, c'est le retour aux activités de vie quotidienne et le maintien de l'autonomie. Et comme je vous disais, les environnements virtuels ont montré un intérêt depuis qu'ils ont été utilisés depuis 1990 environ. Alors, donc voilà quelques auteurs, mais aussi quelques directions de travaux qui ont été faits dans ce contexte. Donc vous voyez, ont été étudiés les processus attentionnels, les fonctions exécutives, la mémoire, les négligences. J'en oublie parce qu'il y a aussi toutes les capacités visuo-spatiales. Il y a donc les activités quotidiennes en général. Ce que j'évoquais au démarrage, c'était plutôt dans le contexte de l'évaluation, et petit à petit, des démarches dans le contexte de la rééducation se mettent en place. C'est plus simple, c'est plus compliqué de se placer dans la démarche de rééducation parce que vous le savez que ça demande beaucoup plus de validation. Alors, une diapositive pour vous illustrer un petit peu un éventail de travaux. Donc, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'activités de vie quotidienne, donc des supermarchés, cuisine, ville, conduite. Vous avez aussi ici, c'est peut-être pas très explicite, mais dans une première approche, les chercheurs avaient voulu aller virtualiser des tests existants, comme le test du Wisconsin. Mais finalement, ces travaux n'ont pas du tout été utilisés au cours du temps. Et je vous présenterai aussi ce travail ici, qui au contraire, ce sont des tests animaux, comme le Virtual Morris, comme le Morris Water Maze, qui ont été virtualisés pour être utilisés dans le contexte des humains. Alors, je vais aborder les exemples que je vous présente sous l'aspect de points qui me semblent intéressants. Donc, les technologies de la réalité virtuelle permettent d'immerger les personnes dans des tâches fonctionnelles. Donc ici, vous voyez une tâche de supermarché. Je vais vous mettre, j'ai une petite vidéo, ça va être plus simple de l'expliquer. Elle se termine un petit peu brutalement, mais enfin... Et justement, pour aller au-delà, le docteur Marillier et son équipe ont mis au point ce logiciel informatique. Le patient est alors plongé dans l'univers d'un supermarché virtuel dans lequel il doit faire ses courses. Là encore, ce sont ses capacités d'organisation, mais cette fois dans un univers familier, qui sont mises à l'épreuve. Nous allons évaluer l'efficacité avec laquelle il va être capable d'aller rechercher dans cet environnement l'ensemble des... Donc vous voyez, ça se termine un petit peu brièvement. Donc on évalue les capacités de la personne au travers d'un exercice, et du fait que derrière c'est de l'informatique et qu'on peut enregistrer beaucoup de choses, on va essayer d'explorer les capacités des personnes. Alors cet exemple-là, je le présenterai beaucoup plus largement dans l'atelier de demain matin. Ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'outils nous permet de récupérer des données, d'avoir une vision objective, je ne sais pas pourquoi la chose ne part pas, d'avoir une vision objective des capacités des personnes et de rejouer, je n'arrive pas à le faire, mais on peut rejouer les performances. Ici, vous avez une vue du dessus de la performance. On peut rejouer les performances avec le patient, sans le patient. Alors, dans ce contexte, eh bien,
donc on était dans le contexte des fonctions exécutives qui constituent la majorité de nos travaux. Je vous ai montré tout à l'heure l'exemple de la personne qui allait chercher le Coca-Cola. Eh bien, cette équipe israélienne a également utilisé ce type d'approche pour les fonctions exécutives, mais avec une immersion et une interaction différentes. Dans le cas précédent, vous avez vu, la personne était devant un écran et interagissait avec souris, clavier, ou bien joystick, ou bien manette. Ici, on est dans une interaction beaucoup plus naturelle. J'accélère un petit peu parce que je crois que je vais être un peu longue. Alors, d'un autre côté, au niveau de la réalité virtuelle, ces technologies nous permettent de faire travailler les personnes sur la boucle perception-action. En fait, lorsque la personne lorsque la personne agit dans l'environnement virtuel, elle voit directement, par exemple dans ce système, l'impact de ses actes dans la situation virtuelle. Donc elle a un retour immédiat sur ce qu'elle fait. Et cela permet de mettre en place des stratégies, et notamment ici, ce sont des travaux qui sont menés au centre émotion qui est dirigé par Roland Jouvin à la Salpêtrière, et ce sont des travaux sur la phobie de la marche dans le contexte de la sclérose en plaques. Et donc les patients réapprennent des stratégies de marche par le biais de ce genre d'environnement. Sur la droite, ici, il n'y a pas de feedback visuel des actions, mais par contre, les personnes doivent agir en utilisant ce tapis de danse là, pour répondre à des sollicitations qui sont demandées dans l'environnement virtuel. Alors l'intérêt aussi de ces environnements, c'est qu'ils sont ludiques, c'est motivant, et souvent les personnes, eh bien, elles font finalement plus d'exercices que dans les exercices traditionnels parce qu'elles sont motivées de continuer ou bien de revenir. Alors d'autres contextes et d'autres objectifs, on peut contrôler les stimuli, on peut mesurer l'activité. Ici, vous avez une classe virtuelle, donc, qui a été développée justement par Skip Rizzo, dans l'objectif de mesurer, alors notamment, normalement il y a du son, mais dont l'objectif est de mesurer les capacités d'attention des enfants. Donc ils ont des tâches. La tâche, vous voyez, c'est de repérer les lettres qui sont au tableau. Alors ça peut être des tâches d'attention divisée, d'attention soutenue, différents types de tâches d'attention. L'objectif est de dépister les enfants qui souffrent de troubles de l'attention, qui sont hyperactifs, et de mieux les orienter pour leur scolarité. Alors, vous voyez, les enfants portent un casque, et après coup, eh bien, on a la possibilité, c'est pas ça que je vais montrer, de revisualiser finalement ces mouvements de la tête qui ont été enregistrés, et grâce à ces enregistrements des mouvements de la tête, d'identifier les enfants qui vont avoir des mouvements de tête trop importants, ce qui va certainement sous-entendre un manque d'attention et ce qui peut expliquer leurs résultats scolaires ou leur comportement en classe. Bon, bien sûr, les têtes, ce sont ce qu'on appelle des avatars, c'est-à-dire la tête, elle représente l'enfant. Ce sont des avatars de deux enfants. Donc, ce travail est utilisé dans le contexte de l'attention chez les enfants. Une autre caractéristique, on peut avoir des environnements virtuels qui sont complètement éloignés des situations réelles. Vous avez vu le supermarché tout à l'heure. Bon, c'est un supermarché, mais il n'est pas très semblable à votre supermarché. Par contre, vous pouvez au contraire faire des environnements qui sont, comme ici, proches de l'environnement réel. Alors en fait, c'est donc une étude qui a été menée par Brooks en Angleterre. C'est dans le cadre d'une personne amnésique après AVC et une personne qui n'avait pas pu, qui ne pouvait pas retrouver ses chemins après 3 ou 4 mois d'entraînement et de séjour dans ce centre. Donc ils ont utilisé un environnement qui est la copie du réel et ils avaient proposé des séances d'entraînement sur des chemins et afin de voir si l'entraînement dans les chemins virtuels permettait d'améliorer la situation dans le réel. Et puis deuxièmement, ils ont aussi comparé la façon dont on apprenait dans le virtuel et dans le réel.
et pour finalement, pour cette personne, aboutir au fait que l'entraînement dans le virtuel était plus performant pour cette personne que l'entraînement dans le réel. Alors les raisons évoquées,